Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Fréquence Méditerranée. Votre radio locale de proximité à Menton et sur la Riviera française. 96.6 FM, www.fmradio.fr. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée, bienvenue sur vos canaux habituels, le 96.6 FM, le www.fmradio.fr et puis le live Facebook pour suivre ce direct ce soir avec nous, notre invité, nos invités, mais il y en a un que vous ne verrez pas bien sûr, puisqu'il est hors caméra. Merci d'être avec nous pour accueillir et dans notre interview ce soir, monsieur Bernard Laboureau. Bonsoir Bernard. Bonsoir à tous. Alors essaye de te rapprocher du micro s'il te plaît, tu es un tout petit peu trop loin. Voilà, là on t'entend correctement. Et tu n'es pas venu tout seul, tu es venu avec Charles-Édouard. Oui, mais Charles-Édouard ce soir fait une crise de timidité, il me laisse de faire le cabot moi-même. D'accord, donc on va gérer, donc on est parti pour 1 heure d'interview, on va découvrir beaucoup de choses de ta vie et de ton œuvre, mais Charles-Édouard lui donc sera pas là. Avant de commencer, je voudrais dire simplement que je remercie Jean-Luc, qui est la seule radio locale à inviter Charles-Édouard, un animal. Ça veut dire qu'il aime beaucoup les animaux, et peut-être moi également. Alors je le remercie beaucoup. Alors exactement, j'aime beaucoup les animaux, je t'aime beaucoup aussi. Je préfère les animaux, je suis honnête, puisque les animaux, en fin de compte, ne te trahissent pas. Voilà, les animaux sont toujours fidèles. C'est un petit message. Voilà, en tout cas, très content de te recevoir. Effectivement, j'aime beaucoup les animaux. Et puis, j'espère que d'autres radios te recevront. Ça me ferait vraiment plaisir aussi. On va parler de ton actualité et puis surtout de ta vie et puis de ce dernier livre, puisque ce soir, tu es là pour présenter ton dernier livre qui s'appelle Charles-Édouard au Canada. Tu nous parleras des anciens aussi. Mais tout d'abord, je voulais déjà commencer par te présenter une partie, puisque tu es l'homme aux 1000 vies. Et quand je dis l'homme aux 1000 vies, voilà, je suis peut-être un petit peu modeste dans ce que je vais dire parce que marin à partir de 17 ans. Donc je vais en donner une partie, tu donneras la suite. 3 ans de marine, puis tu as été boxeur. Ça a été assez compliqué, tu as compris que la boxe n'était pas pour toi. Tu as fait un passage en Belgique, mais tu n'es pas resté en Belgique non plus. Tu es revenu en France, tu t'étais décidé à partir à la Légion étrangère, mais ça s'est pas fait non plus puisque ta mamie n'était pas trop d'accord, si j'ai bien compris. Tu es parti faire le bagagiste à Avoriaz, et puis tu es revenu sur Marseille, tu es passé par Nice. 1000 métiers, et tu en as fait encore d'autres. Est-ce que tu peux nous dire quelques métiers que j'ai oubliés et que tu as fait ? Pas mal. Je suis parti comme migrant en Australie. C'était autant, on donnait la possibilité aux personnes de partir pour à peu près 20 €, refaire sa vie en Australie. T'as oublié aussi de dire que quand j'étais en Belgique... Ah ben je t'assure, j'ai pas oublié, que j'ai lu ta biographie, mais il y en avait tellement qu'on aurait fait l'émission qu'avec la bio. Non, j'ai pas eu 1000 vies, j'ai eu quelques vies, parce que je pense que quand on n'a qu'une vie, on essaye de la vivre pleinement, et comme un livre, il y a plusieurs chapitres, et j'ai eu plusieurs chapitres. Alors, en Belgique, ce qui est intéressant, j'ai travaillé chez le frère Jacques Brel. Ce qui m'a permis après aussi de faire des grands comptes. J'étais au Marquise également. Et ce qui m'a permis, il y a quelques années, de faire une exposition sur les peintures et les chansons de Brel. Après, en Australie, j'étais immigrant. J'ai travaillé en Nouvelle-Calédonie. J'étais à Tahiti. J'ai un peu mal bourlingué. J'ai connu les Marquises. Et je suis resté un peu en Dordogne où j'ai fait un élevage de chèvres. C'est-à-dire qu'à une époque... Quand j'étais plus jeune, mon père rêvait d'avoir une ferme. Malheureusement, la vie a été un peu difficile pour lui. Et j'ai décidé, un matin, sur un journal, j'ai vu qu'il y avait un fromage de chèvre qui avait existé. Et je l'ai fait renaître. Il s'appelait le Cujasou. Un fromage de chèvre, pur chèvre. Et tu avais quel âge à cette époque-là déjà ? J'avais 22-23 ans. Parce que j'ai commencé à 17 ans, où je suis parti en Algérie, après la guerre. On peut dire que tu as une vie de bourlingueur, on va dire un peu, c'est ça ? Je sais pas si... Tu as vraiment été dans beaucoup de pays, plusieurs continents. Très jeune, tu as pris la route ? Oui, mais bon, c'est pas bourlingueur, parce que bourlingueur, ça voulait dire que j'avais envie de voyager. Non, j'étais un petit peu perdu et je recherchais ma route, mon chemin. C'est-à-dire, je savais pas où j'étais, j'essayais d'exister, de comprendre qui je suis. J'ai commencé à comprendre que j'étais un petit peu différent par rapport à
à mon existence, c'est quand la première fois en Algérie, j'ai lu mon premier livre que j'ai lu, parce que j'avais jamais rien lu, L'étranger de Camus. À partir de là, ce livre m'a marqué et j'ai vu que j'étais un peu différent et j'ai fait avec. Et j'ai continué à essayer de découvrir autre chose, mais c'était pas toujours facile, parce que quand je suis parti en Australie, j'ai fait les 3-8 dans une usine. Faire 20 000 km pour faire les 3-8, bon, j'aurais pu changer peut-être de destination. Exactement. Voilà. Après, bon, je suis parti aussi, après les chèvres, que j'ai créé quand même ce fromage pendant 7-8 ans. J'ai commencé à peindre, j'ai commencé à faire du cinéma et j'ai décidé un jour de devenir un bon cinéaste. Alors, je suis monté sur Paris, où j'ai eu la chance de faire un bon travail à Paris, où j'étais responsable de 9000 personnes sur le plan culturel. Et j'organisais des spectacles et des voyages, ce qui me permettait également de faire travailler des artistes. Car j'aime beaucoup les artistes. Tu vas un peu vite dans ta présentation, puisque j'avais fait quelques petits chapitres pour te présenter. Ben oui, mais tu vas très très vite, puisque tu as eu cette vie, tu as eu des enfants aussi, bien sûr, tu as eu une vie où tu as eu des enfants. Et puis j'allais dire, donc il y avait ta partie, j'allais aborder en premier ta partie peinture, dans ta vie chronologiquement, il y a eu la partie peinture. Oui, mais à une époque, bon, en Dordogne, j'ai commencé à peindre. C'était l'époque où j'étais un peu révolutionnaire. Je peignais des barreaux avec des mains. Je peignais un singe au milieu d'une usine. Et j'exposais au milieu des rues, à Sarlat, tout ça. Et je faisais des petits chevalets. J'avais le côté un peu anarchiste et révolutionnaire. Que tu as toujours d'ailleurs, hein, je rappelle. Oui, d'une certaine façon, oui. Mais j'ai un peu quand même vieilli et j'ai plus de réflexion. Oui, d'accord, mais quand on va aborder la partie bibliographie, on va comprendre que c'est quand même resté un petit peu dans ta manière d'écrire. Peut-être. Voilà, donc il y a la partie peinture, tu nous en parles. Effectivement, on a pu découvrir certaines de tes œuvres. Alors moi, je qualifierais ça, c'est ma vision des choses, un peu de torturé, j'allais dire. Tes œuvres sont quand même assez sombres. On sent que tu fais passer un message quand même. Je sais pas comment dire. Non, mais sincèrement, non. C'est ma manière de les voir. Attention. Non, je vais pas faire l'artiste torturé. Simplement, je suis quelqu'un qui peint d'instinct. Je n'ai jamais su peindre, mais je prends des couleurs, je les mélange et ça vient de suite. Je peux peindre plusieurs tableaux en très peu de temps, mais c'est d'instinct. Je peux faire un tableau en une journée, mais je serais incapable de le faire en 15 jours. C'est simplement des cris de cœur. Le pinceau marche tout seul. Et l'écriture, c'est exactement pareil. Je peux écrire un livre en 15 jours, mais c'est pas un exploit parce que je sais pas faire autrement. Je rentre dans le personnage, c'est-à-dire que c'est comme au théâtre. Quand au théâtre, vous avez un personnage à faire, vous rentrez, vous oubliez qui vous êtes. Je peux devenir un tueur en série, je peux devenir un ancien combattant, je peux devenir quelqu'un qui en survêtement, je peux également devenir une femme harcelée dans une mairie. Je peux faire beaucoup de choses, ou un enfant. Alors ça, c'est dans ta partie écriture. Donc après, il y a eu la partie peinture, on vient un petit peu d'en parler. Donc je disais à nos auditeurs, hein, c'est sûr qu'en une heure, la vie que tu as eue, on ne peut pas l'aborder en une heure. On va la résumer. Donc tu as eu la partie peinture, tu as eu la partie politique aussi, puisqu'à un moment donné, tu t'es intéressé à la politique. Exact. Touche-nous un petit mot. Ben bon, là, on va un peu plus d'une manière intime. Bon, moi, personnellement... mon père était communiste, j'ai pas honte, mais moi j'étais pas communiste et j'avais un petit peu la branche un peu gaulliste et j'ai participé à pas mal de choses. J'étais responsable de mouvements politiques en Dordogne. J'ai connu un monsieur qui m'a beaucoup aidé qui s'appelait monsieur Yves Guénard, qui a été ministre et qui a été aussi président du Conseil constitutionnel, un grand monsieur, qui était un des premiers gaullistes qui ont été à Londres, tout ça. Mais bon, je faisais la politique comme tout le monde devrait faire, simplement pour les idées, pas pour avoir une place. Je n'ai jamais gagné quoi que ce soit en faisant la politique, simplement donner ma passion et croire à certaines choses qui n'ont pas toujours été bon. D'accord. Donc, parti politique. On en profite pour faire un petit coucou à Joe Cals qui t'envoie le bonjour et qui est en train de bonjour regarder. Joe. Qu'on recevra Joe Cals, qu'on recevra ici à la radio le 24 mai. De l'écouter. Voilà, salut Joe. Donc ta partie peinture, ta partie politique, on vient de l'aborder, on la résume bien sûr. Ta partie cinéma, parce que tu as fait du cinéma tout à l'heure. Alors bon, c'est-à-dire que c'était un peu par hasard le cinéma, je ne pensais pas faire du cinéma. Moi j'écrivais en ce temps-là, quand je faisais les chèvres, des petites histoires. Et un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit ça serait bien de faire un film. Il a fait le film, j'ai rien compris au film. À partir de là, j'ai décidé de faire mes propres films. J'ai fait 2 ou 3 courts-métrages. Un jour, mes chèvres, en les trayant, ils sortaient du sang. Et j'ai fait ce qu'on appelle un moyen-métrage, qui s'appelait Le Diable, tout ça, avec tous les paysans du coin. La journée du diable, exactement. Puis après, j'ai décidé que je voulais faire un film. Je suis monté sur Paris, j'ai créé une petite société de production, Scarface Production, et j'ai fait un long métrage et 2 autres courts métrages.
D'accord. Déjà dans le nom Scarface, on sait encore le personnage. Tu as toujours ce côté. C'est pas très bien peut-être de dire que j'aime les bandits, mais disons j'aimais les bandits. C'est pas Scarface, c'était Al Capone, mais j'avais un petit coup au cœur, comme on est gamin, un peu comme les anarchistes. Il faut pas le dire, mais c'était Dillinger, c'était Bonnie and Clyde, c'est-à-dire pour moi, ils cherchaient pas l'argent, c'était une forme de vision. Comme disait Dillinger, je préfère vivre pendant 10 ans bien que vivre 50 ans comme un âne. Belle phrase, belle manière de voir les choses. Et puis à un moment donné, on aborde, je disais, toutes ces petites parties. À un moment donné, tu décides un petit peu de te calmer, et puis tu reviens sur Menton, te calmer entre guillemets, pardon. Tu reviens sur Menton et puis tu prends un travail dans un bureau. Non, c'est pas difficile. Alors non, d'abord, pardon, avant tu étais à Paris. Ouais. Zappé. À Paris, j'ai eu beaucoup de chance, c'est-à-dire un petit peu par hasard. Je suis monté travailler à la CAP pour suivre des cours de cinéma. Et au bout d'un moment, au bout de 15 jours, 3 semaines, quelqu'un s'est arrêté. Il m'a dit tu viens d'où ? Je dis, je viens de Dordogne. Il s'est mis à rire. Qu'est-ce que tu faisais en Dordogne ? J'étais éleveur de chèvres. Alors là, il était plié de rire. Et je lui dis pourquoi ? Il me dit, tu les connais sur le plan culturel ? J'ai dit, j'organisais des spectacles, j'organisais un salon artistique. Il me dit, nous, on vient de gagner le comité d'entreprise. Est-ce que tu veux nous donner un coup de main ? Je dis, tu sais, j'ai pas de diplôme sur la culture, mais c'est avec mon cœur. Du jour au lendemain, je me suis retrouvé responsable culturel de 9000 personnes. Et ce qui m'a permis aussi de faire un travail de fond, c'est-à-dire donner la possibilité à des artistes qui n'avaient pas beaucoup de possibilités de s'exprimer, de se retrouver au sein du comité d'entreprise, d'aller chanter. J'ai fait découvrir le théâtre, j'ai travaillé avec Georges Chelon, Gilles Dreux, les anciens, ceux qui s'en souviennent, et je faisais découvrir le théâtre, tout ça, au personnel. Et je m'occupais de Paris et de la région parisienne, 9000 à peu près personnes. Et après, ce qui s'est passé en 1992, le comité d'entreprise est parti en plusieurs et mon poste a été supprimé. Alors bon, j'ai préféré, comme j'aimais bien ce travail, partir. On a négocié. Je crois que je suis le premier, je pense, qu'on m'a mis au chômage de la caisse d'allocation familiale. Mais on avait, ça m'a permis de payer mes dettes d'une sortie de mes films, parce que j'avais réalisé un long métrage quand même, ce qui revient très cher. Et après, j'ai travaillé un peu à la mairie de Paris. Là, j'étais dans la sécurité au Parc Floral, un parc formidable. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, tu as eu 1000 vies. Ouais, pas 1000, il ne faut pas exagérer. C'est une métaphore. Ouais, et là-bas, je passais mon temps à marcher dans le parc floral et à surveiller, je dis un peu les écureuils, mais bon, à peu près ça. Et au bout d'un moment, j'en avais marre un peu de Paris, parce que n'oubliez pas, je suis parti sur Paris parce que je voulais faire du cinéma, je ne voulais pas faire ma vie à Paris. Et j'ai décidé de venir à Menton, que je ne connaissais pas. Quand je venais à Menton, ma mère avait un petit studio, place du Cap, et quand je venais à Menton, le problème qu'il y avait, je m'ennuyais beaucoup. Je ne pensais jamais finir ma vie ici. Puis un jour, je suis venu là, pendant 1 an et demi, ça a été très dur, parce que quand vous arrivez à 50 ans pour trouver du boulot, c'est pas facile. Et puis des circonstances m'ont permis un jour de me retrouver à faire les carnets entiers et les passeports, car je tiens à signaler aux Mentonnais que de 2002 à 2012, s'ils ont des papiers, c'est grâce à moi. Sans ça, ils n'auraient plus de papiers. D'accord. Et il y en a qui ont même des faux papiers, non ? Oui, mais bon, je ne les ai pas faits, mais je ne le dis pas ce soir. D'accord, on rigole. Tu t'es mis à l'écriture, donc on va arriver tout doucement à ta partie écriture, parce que donc on a donné un petit peu toutes les phases de ta vie, on les résume, je dis bien depuis le début, parce que là on fait rien qu'1 heure avec ça. Et donc tu te mets à l'écriture, tu crées à un moment donné sur Paris, tu crées un journal. Non, pas du tout. Tu as créé un journal. Non, j'ai créé aussi un journal qui s'appelait Paris à la Une. C'était un journal qui était distribué à 50 000 exemplaires. Comme je me sentais un petit peu tout seul, au bout de 3 mois, j'ai dû arrêter. C'est-à-dire que je vis comme un gosse. C'est-à-dire un matin, je me lève, je dis je vais faire ça, je le fais. Puis au bout d'un moment, je vais quand même jusqu'au bout. Et à un moment, il faut savoir s'arrêter. Sans ça, je terminerai, je ne sais pas où, mais il faut savoir s'arrêter. Mais je vais jusqu'au bout de mes rêves. Tu as un touche-à-tout. Mais c'est un peu normal. Tu es, on va dire, entre guillemets, un boulimique de la vie, en fin de compte. Oui, j'ai envie de connaître des personnes, je découvre les autres, je suis à l'écoute des autres parce que tout le monde est intéressant, tout le monde a sa propre vie et je me nourris de leur vie. Bon, quelquefois c'est difficile. Pourquoi c'est difficile ? Parce que même leurs soucis, une forme d'empathie un peu terrible me prend. Ça me rappelle, pour à ce point-là quand même, la ligne verte. La ligne verte, il y avait un homme, un black, qui prenait
tous les misères du monde et qui en mourraient. J'espère entre nous de ne pas en mourir, de prendre les problèmes. Je me suis occupé aussi de la Croix-Rouge à Menton. On a rénové avec Madame Myriam van den Linden, on a rénové des écoles à Madagascar, car on oublie un peu Madagascar, mais à Menton, il y a 187 malgaches, tirailleurs, qui sont enterrés au Trabuquet. Ok. Alors, on va arriver à la partie bibliographie. On en profite aussi pour faire, parce que je rappelle qu'on est en live Facebook, pour ceux qui sont en train de nous suivre sur la FM ou sur le web, de venir nous rejoindre donc sur notre partie vidéo en live Facebook. Et un petit coucou à Jean-Robert Jean-Robert Ouette, et on lui souhaite bon rétablissement, parce que on sait qu'il a eu des petits soucis de santé. Voilà, donc on en profite. C'est ça le direct. On fait du direct. Donc, ta partie écriture, ta partie bibliographie. Donc, tu t'es mis à écrire. Bon, alors un peu par hasard. Alors, tu t'es mis à écrire par hasard, et puis donc, comment ça s'est passé? Bon, j'avais déjà écrit un scénario, parce que j'avais fait deux scénarios. Quotidien à la Une, qui a été réalisé, et il y a La Bugatti Rouge, qui n'a pas été réalisé. Et j'ai commencé mon premier roman un peu par hasard, parce que un jour, j'avais rencontré, où je travaillais, un petit bonhomme, avec une petite moustache, avec de la miette, tout ça. Il bouffait des batnas, il était tout essoufflé, et j'ai imaginé qu'il était un tueur en série. J'ai écrit un synopsis, et puis des années d'après, avec ma compagne à cette époque-là, je lui dis, tiens, c'est ce que j'ai écrit. Elle me dit, c'est marrant. Je lui dis, ah bon, tu trouves? Et je me suis mis à écrire un roman, mon premier roman, qui s'appelle Du sang à la une, qui sera peut-être réalisé en film dans peu de temps. C'est un film, c'est venu comme ça. Et après, j'ai écrit souvent par rapport à ce qu'on appelle les choses, l'harcèlement, le surendettement. Ce qui m'intéressait, c'était toutes ces personnes qui sont un petit peu perdues, qui leur arrivent des pépins et qui à un moment pètent un boulon. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le journal détective, c'est là qu'on voit des faits divers. J'aime écrire ce qui ressemble à des faits divers, des gens tout à fait normaux, qui ont une vie normale, et puis d'un seul coup, paf, il se passe quelque chose. Mais tu romances tout ça, en fin de compte, tu as toujours une écriture... Je ne sais pas, prenons un exemple, un livre que j'aime bien qui s'appelle Monsieur Albert. Monsieur Albert, c'est l'histoire d'un ancien légionnaire. Bon, Monsieur un légionnaire. Monsieur Albert, moi, j'étais 17 ans dans la marine, j'ai connu la Légion en Algérie. Après, je me suis retrouvé président des anciens marins. J'avais une petite fille. J'étais élevé dans le Morvan. Et là, dans le Morvan, j'ai connu les enfants d'Adas. C'est-à-dire ceux qui allaient travailler une majorité dans les fermes et qui étaient traités comme des merdes. Et à partir de là, j'ai créé l'histoire d'un légionnaire qui, à une époque, quand il était jeune, avait tué toute la famille pour partir dans la Légion. Et c'est sa petite-fille qui découvrait un petit peu le passé de ce légionnaire. Mais c'était pas d'imagination. C'est des choses qui sont arrivées que je connais. Je connais la Légion, je connais ce que c'est d'être président d'anciens combattants, j'ai ma petite fille. Voilà, c'est comme ça que je crée. Je crée que dans la réalité. J'ai pas d'imagination. Alors aujourd'hui, tu es à combien de livres écrits, pardon? Ah ouais, à peu près une quinzaine. 15, exactement. Alors on en a quelques-uns ici sur le bureau. D'ailleurs, on va aborder ton dernier qui va sortir. Mais sinon, donc, j'ai celui-ci. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler? Bien sûr. Celui-là, c'était un peu particulier parce que je lisais ce journal, je vous parlais... Donc, maman, pourquoi tu ne dis rien? J'ai écrit ce livre par rapport à un enfant que j'ai vu la photo dans un journal. C'est cet enfant qui a été massacré par son beau-père. Et je dormais plus la nuit, ça m'a travaillé, tout ça. Et j'ai décidé... pas d'être à sa place, parce que je ne sais pas me mettre à la place d'un enfant de 3 ans. Mais j'ai décidé que c'était un enfant de 8 ans. Et là, de 8 ans, je peux encore me mettre à sa place, parce que bon, je n'ai peut-être pas trop grandi. Et à partir de là, j'ai raconté l'histoire d'une mère qui oublie son enfant à cause d'un mec qui arrive. C'est-à-dire, ça arrive souvent, il y a tous les jours des faits divers où les mères oublient, parce que peut-être elles ont un besoin d'un compagnon, et privilégient le compagnon, et laisse tomber le gosse. Et c'est une forme de violence, mais pas une grande violence. C'est-à-dire, c'est plutôt un livre entre deux rivalités. C'est le gosse qui connaît sa mère, c'est-à-dire sa mère, elle est un peu décontractée, un peu comme de nos jours, qui va en boîte, qui travaille. Le samedi, bon, elle va fumer un joint, elle va mettre un mec, mais le mec, il repart le lendemain, il s'en fout. Mais un jour, toutes tes écritures, en fin de compte, tous les livres, je change. Ouais. Tous tes livres, c'est toujours des choses qui te touchent, en fin de compte. C'est des sujets qui oui, sans ça, je sais pas écrire. Ou que tu as vécu
Oui, où j'ai vécu. Que tu as vécu ou que tu vois Ou qui me touche. autour de toi, qui te touche et tu as besoin de l'écrire et donc d'un coup le mettre en roman où tu vas aller chercher des personnages des fois qui sont vraiment particuliers quand même. Hein. Des fois, Non, pas particulier. Combien de gosses qui se font... Il y a un gosse sur... je crois un gosse sur les 5 jours qui se fait massacrer. Ton écriture, quand on te lit, ton écriture elle est dure quand même des fois. Elle est... Mais c'est la vie. Oui. J'ai parcouru, je les ai pas tous lus en entier, mais je sais, je connais le personnage. Ton écriture, elle est quand même des fois assez dure. Elle est pas assez dure. C'est la vie. Oui. La vie est dure. Il y a des gens que ça se passe bien, mais il y a des gens, c'est difficile à vivre. Quand quelqu'un se retrouve au chômage, quand quelqu'un est harcelé par un chef de service, qu'on lui promet qu'il n'aura pas la prime parce qu'il n'a pas été gentil, ou que parce qu'on lui fait une réflexion, et ça s'est passé dans des mairies que je connais très bien. Ah oui, ça t'a même créé des soucis d'ailleurs. Oui, mais bon, à la limite, vous rentrez au boulot, il y a des chefs de service qui disaient à cette personne, à son employé, « Oh, t'as vu comment t'es habillé ?» Et c'est une forme... Il y a aussi l'harcèlement moral. Et le harcèlement moral détruit. Parce que la personne rentre chez elle, elle est marquée. Elle n'ose pas en parler à son mari. Elle reste une forme de solitude. Et ça peut mal se passer. Et moi, j'aime bien, dans mes livres, qu'on ne se laisse pas faire. J'aime pas les gens qui acceptent la violence, qui acceptent tout ça. Moi, je suis pour que quand on me fait du mal, je réponds. C'est-à-dire en 2 mots, juste ce qu'il faut. C'est-à-dire j'ai eu un passé un peu, pas difficile. J'avais 17 ans, j'étais marin. Tu es un révolté? Non, je n'ai pas un révolté. Non, quand tu arrives à 17 ans, prenons un exemple, je donne l'exemple. On arrive, je suis le plus jeune des marins, des jeunes marins. Je me retrouve à table avec 10 personnes, d'autres marins plus vieux. La vraie vie, c'est quoi? Ces gens-là, on ne parle pas. Ils ne vont pas te laisser bouffer parce que tu es le plus jeune. La seule chose que tu as à faire, c'est quoi? Soit tu dis « Bonjour, c'est pas gentil ce que vous faites », mais ils n'ont rien à secouer. Il faut bien se mettre dans la tête qu'il y a des gens qui sont méchants. Et quand ils sont méchants, si vous ne répondez pas, vous êtes mangé. Et moi, à 17 ans, j'ai répondu et j'ai mis ma violence. Quand j'étais gosse, j'étais harcelé quand j'étais petit. Je venais de la campagne, je suis arrivé à 8 ans, et on m'a harcelé. On me disait de piquer des sous à ma mère, je piquais des sous à ma mère, et c'est là. Puis un jour, j'en ai eu marre, j'ai essayé d'étrangler la personne. On ne m'a plus jamais embêté. Alors à un moment, une forme de violence, j'en suis pas fier, mais en même temps, ça m'a permis de me défendre et d'être un homme libre. C'est le message que tu fais passer un peu dans tes livres aussi, c'est ce côté-là. On arrive à la partie où tu as commencé à écrire, donc où Charles-Édouard, donc qu'on n'a pas avec nous à l'image, mais qui est ici, hein, donc Charles-Édouard. Tu peux nous dire qui est Charles-Édouard déjà, avant, parce qu'on va arriver à la partie où tu écris maintenant Charles-Édouard sur tes livres. Alors Charles-Édouard, c'est... On est obligé, Bernard, d'aller... Oui, non, mais c'est pas un problème. Déjà, je suis peut-être un peu trop bavard. Non, au contraire, mais on a encore beaucoup de sujets à aborder et on est déjà à une demi-heure d'émission. Alors, Charles-Édouard, c'est particulier et je vais raconter comment il s'appelle Charles-Édouard parce que quelqu'un me dit souvent, il me dit Charles-Édouard? Mais non, pas Charles-Édouard. Simplement, avec une personne avec qui j'ai fait pas mal de choses également, un jour, elle me dit, tu veux un chien? Je dis non, j'ai eu des chèvres, j'ai eu des chiens, j'ai 70 ans bientôt, j'en veux pas. Mais je lui dis, t'as qu'à le prendre, toi. Ah non, je fais une formation. On regarde un peu, et elle me montre la photo. Elle me dit, ma fille l'avait pris, mais elle en veut plus parce qu'elle va attendre un bébé. Ouais, d'accord. Elle montre la photo et je vois une petite bouille comme ça. On avait bu un petit peu de rosé, il faut le reconnaître. Et d'un seul coup, j'ai pensé, si on prenait en garde alternée. Et on s'est mis à marrer, on a rebu un petit coup de verre. Alors, comment on l'appelle? Moi, j'ai dit, moi, mon deuxième prénom, c'est Charles. Elle me dit, moi, j'aimerais bien Édouard. Et c'est parti comme ça. Il s'est appelé Charles-Édouard. À partir du moment, pendant 8 jours, il était chez moi, 8 jours chez elle. Sauf que cette dame-là, qui est gentille, mais voulait, ce qui est normal, paraît-il, pour un chien, le dresser. Donne la papate, fais ci, non. Tandis que moi, je prenais mon chien, on se trimballait dans toute la rue piétonne, il faisait ce qu'il voulait, il devenait un peu un chien anarchiste. Il fait toujours ce qu'il veut. Ouais, je crois, ouais. Et à partir de là, elle a choisi de prendre un autre chien et j'ai gardé Charles-Édouard. Alors Charles-Édouard, c'est quelque chose de particulier. Charles-Édouard, c'est pas un chien, c'est mon ami. C'est-à-dire quand je vais pas très bien, il vient me voir, il me fait sourire. C'est la personne la plus importante de ta vie. Oui, parce qu'il m'aide à vivre. C'est-à-dire que, bon,
je ne veux pas faire pleurer, mais quand on arrive à un certain âge, c'est pas facile. C'est-à-dire qu'on a fait pas mal de choses, vous avez un manque d'énergie. À bout d'un moment, vous avez fait le tour, vous dites, bah. Puis vous avez ce petit bonhomme-là, parce que j'appelle ce petit bonhomme, qui vous regarde et qui vous oblige à vous lever. Et à 6h30, 7h, eh ben, Bernard prend son Charles-Édouard, on va faire un tour, on va chez mon ami Lucas boire le café, on se balade, et c'est mon ami. C'est pas un chien, je dresse pas, il fait ce qu'il veut. Quand il marche à droite, je le laisse marcher à droite. Je fais attention, bien sûr, je nettoie quand il fait caca, hein, mais il fait ce qu'il veut. Et il est tellement fait ce qu'il veut qu'il est devenu ton éditeur. Ben ça, c'est autre chose, parce que j'avais plus d'éditeur. Et au lieu de donner des sous à un éditeur qui ne te les donnait jamais, mon chien, au moins, il me donne des sous, et on peut payer ses croquettes. Alors, on va arriver à parler de ce livre, Charles-Édouard au Canada, mais il y en a eu d'autres avant. Il y a Charles-Édouard en Bretagne. Alors, oui. On est parti sur une comment dire. Mais c'est comme Martine en vacances, Martine. Voilà, c'est une collection. Oui, une collection. C'est-à-dire, au départ, c'était Charles-Édouard se fait la malle. C'est-à-dire qu'un jour, un matin, il en a marre de moi. Il a connu une copine, ce qui est une histoire exacte. Hein. C'est-à-dire, un jour, un couple belge sont venus à Menton, qu'ils ne connaissaient pas, pour découvrir Charles-Édouard. Ils avaient Billy, c'était une petite chienne. Bon. Ils se sont regardés, bon, elle était toute petite, on a sympathisé, ce qui nous a permis d'être des amis. Et à partir de là, j'ai imaginé qu'un matin, il en avait marre de vivre avec un vieux et il voulait partir en aventure. Et il prend une patinette électrique et il part, il traverse le Mercantour pour rencontrer les loups-garous, parce que son rêve, il pense que son père est un loup-garou. Après, il va voir Belle, il va voir Rintintin. Si personne ne sait. Alors raconte pas toute l'histoire. Non, mais Rintintin, vous savez où il est? Rintintin, il est dans un cimetière, le cimetière des chiens d'Asnières, où il y a à peu près 20 000 animaux qui sont là-bas. D'accord. Alors raconte pas toute l'histoire de chaque livre, sinon on va pas y parce arriver. que personne ne va me l'acheter après. Voilà. Après, il y a eu Charles-Édouard en Bretagne. Ah, en Belgique, ça s'est pas trop bien passé parce que sa belle, il pense qu'elle l'a trompé avec un Saint-Bernard. Alors bon, et puis comme il rêve d'aventure, et comme il veut être un loup-garou, il a décidé de partir en Bretagne pour aller voir l'enchanteur Merlin. Mais enfin, c'était encore un leurre. Il va rencontrer plein de gens, des découvertes, et puis à un moment, il veut voir toujours les héros que nous avons tous, Cro-Blanc, ci et là. Et il va prendre le bateau. Mais comment elles te viennent toutes ces histoires? Je peux dire devant tout le monde, je prends pas de joint. Je bois raisonnablement, je suis normal. Mais je sais pourquoi tu dis ça, parce que souvent on en rigole tous les deux. Quand je connais tes textes, je me demande, j'ai dit, mais tu prends des produits non, rigolant. Non. Mais non, sérieusement, je le jure. Non, mais dans le sens que c'est toujours une écriture, c'est une écriture particulière. C'est des belles histoires, mais c'est une manière. Tu es à un moment donné, quand tu écris et que tu racontes l'histoire de Charles-Édouard, tu es dans un autre monde. Mais je suis Charles-Édouard. Voilà. Charles-Édouard, un chien anarchiste. Il n'y a pas de limite. Non, qui lèche les fesses des chiennes, qui se promène, qui veut découvrir plein de choses et qui se prend pour un héros. Il se prend parce qu'il rêve d'être le nouveau Rintintin, le nouveau Rex. Non, Charles-Édouard, c'est un cabot. Hein. Alors, écoute, Geneviève, elle nous écrit Charles-Édouard, c'est l'alter ego de Bernard. C'est ça. Ouais, oui. Alors, on en arrive à ce livre, donc qui va sortir. Il va sortir samedi chez mon ami Lucas. On va faire la première dédicace. Alors Samedi 14 mai, donc Lucas au Vintage. Ouais, c'est une dédicace de 9h à 18h. Mais ce livre a une histoire. Ce livre, parce que nous avons des amis. On a l'image d'ailleurs à l'écran. Nous avons des amis, Wa Jackson, qui a un chien qui s'appelle Willow, Lynn Descoteaux, des Québécois, avec Timilou, avec qui on correspond. Alors à chaque fois, tout ce que tu es en train d'expliquer, c'est chaque personne, c'est des chiens, hein, donc j'ai bien compris. Non, Wa Jackson n'est pas un chien, c'est le patron, c'est le maître de Willow. Ben voilà, mais et j'ai écrit ce livre. Toutes ces histoires sont des liens entre des animaux, puisque dans chaque personnage, entre les humains. Et les humains. Oui. Et à partir de là, j'ai écrit pour eux deux parce qu'ils m'apportent beaucoup. Ils se sont devenus des amis à force, parce que Facebook aussi permet de rencontrer des personnes. Ça a des mauvais côtés, mais beaucoup de bons côtés aussi. Moi, personnellement, c'est des bons côtés. Oui. Sincèrement. Puis on voit que tu es énormément suivi sur les réseaux. Oui, mais bon, parce que tu as créé une belle petite communauté. Ouais, c'est sympa. Puis c'est des gens que j'aime parce que bon, c'est des gens qui sont à l'écoute. Je peux quand même dire qu'il y a très peu d'hommes. Surprise. C'est-à-dire, j'ai l'impression que sur Facebook,
J'ai 5000 amis, j'ai à peu près 4950 femmes. C'est ce que j'ai vu. Ouais. Mais il y a une raison. C'est parce que les hommes, dans l'ensemble, ils s'en balancent. Ils ne s'intéressent pas à la littérature. Les animaux, je ne l'ai jamais vu, à part quelques-uns, ils ne parlent pas d'amour. Il n'y a que ces femmes-là avec qui j'ai un bon contact, qui m'apportent aussi leur sensibilité, et on arrive à correspondre, et certaines deviennent mes amis vraiment très proches, où on peut partager même des peurs, des angoisses ensemble. D'accord. Donc cette histoire, raconte-nous cette histoire de Charles-Édouard. Alors c'est la suite. Ne raconte pas tout, raconte-nous le pitch, puisque le but c'est de l'acheter. Oui, parce que ça permet d'acheter des croquettes à Charles-Édouard. Et à moi aussi, mais enfin, moi, je mange pas trop de coquettes. Et cette histoire, c'est ce qu'on appelle, c'est la suite. C'est-à-dire, à la fin de Charles-Édouard en Bretagne, il se retrouve dans la mer, une tempête, et il part avec son copain Neneuil rejoindre le Québec, car là-bas, il veut découvrir son héros, Gros-Blanc. Et c'est l'aventure. Il va rencontrer son copain Willow, Timilou, et il va rencontrer d'autres animaux. Il va rencontrer aussi, ça vous ne le savez pas peut-être, Céline Doc. Céline Doc, c'était Céline Dion. C'est pas Céline Dion qui chante, c'est Céline Doc. Mais il faut le découvrir. D'accord. C'est la vérité. C'est dans le livre. Oui. Il faut chercher à comprendre pourquoi. Voilà. Qui est Céline Doc et qui est Céline Dion. Voilà, ce rapport qu'il y a entre les deux. Pour ceux qui ne savent pas, Céline Dion est née à Charlemagne. C'est une petite ville à côté de Montréal. Donc, est-ce que Charles-Édouard au Canada, donc on peut lire le pitch ? Oui. Après Charles-Édouard se fait la malle, puis Charles-Édouard en Bretagne, mon ami Willow du Québec m'a demandé de venir le rejoindre afin de rencontrer Gros-Blanc et découvrir le Canada. Pour l'instant, je me trouve au milieu de l'océan Atlantique avec Neneuil sur un bateau qui a le mal de mer. Je me sens vraiment mal. Bon, alors, vous l'ouvrez ce livre avant que les requins me bouffent notre Charles-Édouard. Voilà, donc une belle histoire sur ce livre-là. Oui, parce que on part dans des délires, mais je trouve bien, parce que c'est l'aventure. Ça rejoint un petit peu, c'est peut-être pas des livres pour enfants, je dirais à partir de 12 ans, mais c'est la vie, c'est un chien qui va à l'aventure, comme on pourrait partir tous à l'aventure, pour voir, découvrir peut-être ses héros, parce qu'il essaye de découvrir un Tintin, il a découvrir comment son père, le loup-garou, c'est l'aventure, c'est la vie. Non. Je crois qu'il faut être curieux. Est-ce que tu vas rester sur cette collection maintenant ? Tu vas écrire tout le temps pour Charles-Édouard ? Ou tu auras d'autres idées qui vont arriver ? Il ne faut pas rêver. Oh, Charles-Édouard, non, ça va, chacun son tour. Le prochain, ça sera moi qui va l'écrire. Là, c'est Charles-Édouard qui l'a écrit parce qu'il raconte sa vie. Mais moi, personnellement, j'ai d'autres idées. Oui. D'accord. On peut avoir des idées de ce qui va sortir ? Tu as des petites idées ou... Ouais, mais j'en ai beaucoup d'idées. Oui, j'ai une idée, mais je n'en parle pas encore parce que ça pourrait toucher certaines personnes. Je ne voudrais pas. Alors ce soir, c'est vrai que lors de cette interview, j'avais décidé de parler de ton histoire, de ta vie. On a abordé pendant une grande partie de début de l'émission, de parler de ce que tu as écrit. On a été un peu plus rapide. Sur le Charles-Édouard, le but c'est d'en parler, Charles-Édouard au Canada, d'en parler, mais d'aller l'acheter, surtout, puisque tu as 2 séances de dédicaces. Donc la première, c'est ce samedi au Vintage, donc chez Lucas au Vintage, c'est un peu plus loin que la mairie, on peut donner l'adresse, c'est à côté des Galeries Lafayette, pour ceux qui connaissent Menton, donc le plus simple c'est là, donc là tu as ta première séance de dédicace, il y en aura une autre le 22. Le 22, c'est alors, le week-end qui suit. Oui, alors au club nautique. Oui, mais c'est la Cabane d'Annette, c'est une association qui met des livres dans une forme de niche et tout le monde peut prendre un livre. Et on a décidé de faire des rencontres, mais c'est même pas un moment de dédicace. C'est un moment de rencontre avec d'autres personnes, discuter, parler des animaux, de tout ce qu'on aime. C'est un petit peu ça. Et après, je ferai sûrement une dédicace à Monaco, avec Charles-Édouard, qui sera présent. Ça va pas être de la tarte, parce que s'il se cache comme ça... Alors, on a essayé de le mettre à l'antenne, comme on a déjà fait, parce qu'il faut savoir qu'on est la seule radio à avoir interviewé Charles-Édouard. Exact, à la maison. À la maison, on est venu. Oui, c'était très chouette. Voilà, on a fait le buzz. Voilà, donc, alors, c'était pas... On avait envie de le faire. Oui. C'est sûr qu'il n'y a personne qui fait ça. On est une radio peut-être particulière. En tout cas, on le revendique. On a passé un bon moment, d'ailleurs, quand on est venu. Donc, en parlant d'animaux, puisqu'on parle de Charles-Édouard depuis un petit moment, on va parler de l'association que vous avez créée. Elle est avec nous, c'est Molly Shriver. Oui. Le nom.
Oui, je l'ai bien prononcé, mais elle n'est pas à l'antenne. Elle ne veut pas être à l'antenne, mais elle est ici avec nous. Vous avez créé une association. Avec 4 personnes au départ, Alors, c'est-à-dire avec... on va te laisser raconter oui, tout ça. voilà, c'est-à-dire on a pensé qu'il était intéressant, vu la situation, il y a de plus en plus de difficultés, que cette association qui s'appelle les Amis de Charles-Édouard et de Luna, qui est une petite chatte, avec Éric Morena, Lucas, Molly... Alors Lucas, donc le propriétaire du Vintage. Oui, qui a toujours fait des choses pour les autres, pour les enfants, pour les animaux. Exactement, il a toujours fait beaucoup d'œuvres humanitaires et beaucoup d'œuvres humanitaires pour les enfants. Il a beaucoup de cœur. Exactement. Il est toujours le premier à partant à pour bouger, faire. tout ça. Oui, c'est mon ami. Donc, et d'ailleurs, c'est souvent chez lui que tu fais les dédicaces. Exact. Et donc, c'est un endroit à connaître. Parce qu'en plus aussi, c'est un fan d'Elvis Presley. Ah oui, c'est super. Oui. D'ailleurs, il a une très très belle collection. Je pense qu'il a une des plus grandes collections de France. Et puis, il a aussi quelqu'un qu'il aime beaucoup, qui est le parrain de son petit, c'est Bobby Solo, ceux qui s'en souviennent. Voilà, il faut avoir la génération pour s'en souvenir. Oui, bon, mais... Les jeunes ne connaissent pas. Non, dommage. Donc vous avez créé donc à 4, donc je disais Molly Shriver qui est avec nous, qui est la présidente, qui est en studio, qui est hors caméra. Toi Bernard, Lucas du Vintage et Eric Morena, pour ceux qui connaissent, c'est un mentonné. Vous avez créé cette association, l'association Charles-Édouard et Luna. Les Amis de Charles-Édouard et de Luna. C'est un petit peu particulier. On essaye, disons, nous savons qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en difficulté à Menton, parce que Menton, même perle de la France, nous savons tous qu'il y a des personnes qui sont dans le besoin et que la vie n'est pas toujours facile. Alors ceux qui ont des problèmes avec les animaux, peut-être parce que les croquettes coûtent très cher, on va essayer de les aider, de leur offrir des croquettes comme un petit restaurant du cœur. Voilà notre but. Et nous demandons si les gens veulent... Alors comment vous allez pouvoir faire fonctionner l'association et récolter des fonds pour acheter les croquettes? On va organiser peut-être des vides-greniers pour essayer de faire des choses comme ça. Peut-être aussi des spectacles. Peut-être aussi demander... aller à Carrefour et demander aux gens. Et puis demander des adhérents. Dans toute la France, parce que ça sera dans toute la France qu'ils peuvent nous aider. J'ai beaucoup d'amis. Et ça va être lancé quand? À peu près dans une semaine. Et l'adhésion est de 20 €. Et bon, on va essayer d'apporter aux Mentonnais, ou peut-être à d'autres qui passeront par ici, de leur donner des possibilités, parce que vous savez, nourrir des animaux, ça revient aussi cher. Et actuellement, c'est pas facile. D'accord, mais c'est pas destiné qu'aux personnes qui sont dans la rue. Il peut y avoir des personnes... Non, ça n'a rien à voir. Voilà, donc, non, c'est les personnes. Vous savez, vous connaissez, tu connais Menton, excuse-moi. Oui. Tu connais Menton. Moi, je les connais bien aussi. J'étais à la Croix-Rouge. Mais il n'y a pas que la Croix-Rouge, il y a des petites personnes d'un certain âge qui sont à la retraite, qui ont un chien, tout ça, qui gagnent 800 € par mois de retraite. Ça existe à Menton. Bien sûr, on ne va pas dire autrement. Bien sûr, ça existe partout. Partout, et à Menton également. Et c'est là, ces personnes-là, ils viendront nous voir, on les aidera, c'est ça. D'accord. Et comment les gens vont pouvoir se manifester auprès de vous on va donner un numéro de téléphone, on fera de l'information, on en parlera sur Facebook. J'espère que tu nous feras une information, comme d'habitude. Et les gens viendront nous voir pour nous téléphoner. Et ils viendront nous voir. On va déjà le relayer sur nos réseaux sociaux. Oui. On en parlera à la radio, bien sûr. Et puis, certainement qu'on refera un petit passage ici pour en parler avec Lucas du Vintage, qui n'est pas là ce soir. Mais donc, cette association qui est... Alors, écoutez bien, chers auditeurs. Alors, une interview qui a démarré déjà depuis 18h où on parle beaucoup de choses. C'était riche. C'est riche ce soir, cette interview. Il y a vraiment beaucoup de sujets abordés. Ta vie, déjà, est riche. Et ta bibliographie aussi. Mais là, on est arrivé à la partie où on parle de cette association qui est faite pour aider donc les animaux dans le besoin, on va dire. C'est pas les personnes, c'est les animaux dans le besoin. C'est ça résume un petit peu. Oui, je préfère. C'est les animaux. Cette association, donc les amis de Charles-Édouard et Luna. Luna qui est une copine de Charles-Édouard. Pas très copine parce que c'est une chatte. Alors bon, ils sont chacun de leur côté. On espère faire une rencontre prochainement. Mais enfin, c'est pas gagné. D'accord. C'est pas mal quand même. Ils ont réussi à se réunir pour faire une association. Oui, mais chacun de leur côté. D'accord. Avec la présence d'Éric Morena, c'est son fils qui a une chatte qui s'appelle Luna. Et on ne voulait pas qu'on ait l'impression que faire pour les chiens et qu'on oublie les chats. Et donc, oui, c'est bien d'y avoir pensé exactement. Donc les personnes qui sont dans le besoin, en tout cas qui ont du mal à acheter le pack des croquettes, à manger la nourriture pour leurs animaux, vous serez là pour les aider. Oui, ils nous contacteront. D'accord. Écoute, on a abordé beaucoup de sujets. Non, on a encore des sujets à aborder puisque tu as encore d'autres projets d'exposition. Là, normalement, tu peux nous en parler. Oui. Je n'ai pas exactement la date, mais il est possible que je fasse une exposition sur Edith Piaf, c'est-à-dire comme j'ai fait pour Jacques Brel et Johnny Hallyday, c'est-à-dire je prends 20 à 25 chansons et je peins les chansons comme je le ressens. Et après,
je mets les textes et les gens viennent voir. Et au fond, il y a un fond sonore, on entend la voix de Piaf, tout ça. Et on a travaillé sur Piaf. Et j'espère faire une exposition peut-être le 1er juin jusqu'au 15 juin au Grand Hôtel des Ambassadeurs avec l'aide de Madame Marabini, la comtesse, qui s'occupe beaucoup sur le plan culturel. D'accord, qui est propriétaire de l'hôtel. De l'hôtel, oui. Donc là, c'est ce que vous avez été prévu en exposition. Et celle de Johnny, elle a été faite à l'Orangerie, ça a très bien marché. Jacques Brel aussi. Jacques Brel, c'est un peu particulier parce que je ne pensais pas faire des choses comme ça. Brel, j'ai travaillé chez son frère à Anderlecht. Après, il a fait un film qui s'appelle Mon oncle Benjamin, qui a été tourné dans Lyon. Et j'étais élevé dans Lyon. Après, j'étais aux Marquises. Quand j'arrive sur Menton, j'apprends que Brel a vécu ici. Il était à Cabé, il y avait le bateau qui était au port, il y a même une place qui s'appelle Place Jacques Brel à Roquebrune. Et à partir de là, j'ai essayé de contacter d'autres peintres en leur disant si chacun faisait une peinture sur une chanson de Brel, ça serait sympa. J'ai eu personne, j'ai été acheter des pinceaux et j'ai peint des tableaux. Et bon, en mettant les chansons. J'ai même pris contact avec la fille à Brel, France Brel, qui m'a autorisé. Voilà comment ça se passe. D'accord. C'est un petit peu... Parce que Brel aussi m'a bercé, c'est-à-dire que des chansons... Johnny, c'est plutôt un interprète. Brel, c'est un poète. Et tu as souhaité d'ailleurs le rencontrer dans ta période belge, mais tu ne l'as pas rencontré. Non, je n'ai pas essayé de le rencontrer parce que j'ai bossé. Hein. Tu as souhaité, j'ai dit. Oui, souhaité, mais bon. Mais non, je n'étais pas encore à ce point-là. La vie, pour moi personnellement, il y a des gens qui ont à 20 ans, ils ont tout compris. Ce qui est bien. Ils ont pris de l'avance. Moi, je suis quelqu'un qui n'a rien compris à 20 ans. J'étais dur, violent, et j'apprenais la vie. Et à fur et à mesure, à chaque fois, par les rencontres, par les voyages, mon esprit s'est un peu ouvert et je suis devenu un peu civilisé. Voilà la réalité. Tu l'as bien dit, un peu civilisé. Oui, mais non, il me reste quand même un petit truc et qui me permet de garder ma liberté. Et de parole, ça on le mais sait. Surtout. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant de liberté de parole, tu as quand même quelqu'un qui t'aide beaucoup à pouvoir avoir une belle liberté de parole, c'est Charles-Édouard, on y revient. Ah oui. Puisque on sait que tu écris, en fin de compte, c'est lui qui écrit. Oui, c'est lui qui écrit, mais moi aussi, j'ai quand même le courage de dire ce que je pense, ce que je ressens quand j'écris. Mais souvent, c'est lui qui écrit ce que tu as dans la tête. Pour les... Bon, ça va pas, non, Charles-Édouard, où tu es? Non. Charles-Édouard, il a son travail, il écrit ses bouquins, moi j'écris les miens. Ça s'appelle la liberté de chacun. Je ne suis pas le chien de Charles-Édouard. D'accord, mais moi je parle sur les réseaux sociaux. Ah, les réseaux sociaux, c'est un peu particulier. Oui, parce que bon... C'est bien de faire passer des messages grâce à Charles-Édouard. Oui, mais bon, à la limite, ça passe mieux quand c'est Charles-Édouard. Si c'est moi, peut-être Facebook va fermer mon... C'est ce que je voulais t'as te faire raison, comprendre. Ouais. Donc tu as souvent des messages à faire passer, et puis c'est bien, Charles-Édouard, c'est lui qui le fait, à ta place. Oui. Voilà, comme ça, s'il y a un souci, c'est lui, c'est pas toi. Bon, pas de problème. C'est ça, hein? Là, c'est une forme de lâcheté, mais enfin, bon, on a tous une forme de lâcheté dans notre vie. C'est pas mal, en tout cas, c'est une belle idée. Est-ce que tu as des projets, des sujets qu'on n'aurait pas abordés? Alors, chers auditeurs, c'est vrai que ça fait 42 minutes qu'on est ensemble, on a abordé beaucoup de sujets, mais la vie j'allais dire de Charles-Édouard, la vie de Bernard est très chargée, il a fait beaucoup de choses, et donc on a essayé de survoler un petit peu tout, parce que sinon il faudrait 4 heures d'émission avec toi, hein, si on devait aller dans la profondeur de tous les sujets. Est-ce que tu as des... Alors 1 heure d'émission pour 75 ans de vie, c'est pas terrible, hein, ça mérite beaucoup mieux. Hein. On a été même on a même été un peu trop vite. On a des sujets peut-être. Non, et il y a du temps quand même dans une vie, ça dure. Alors écoute, en 1 heure, dire ça. Alors je sais que tu as encore, oui, tu m'en as parlé hors antenne l'autre fois, on était ensemble, où tu as encore l'espoir de refaire un film. Oui, ça sera mon deuxième film. J'ai un projet. Alors, le cinéma, c'est pareil. C'est des projets parce que c'est difficile à réaliser. Et quelqu'un va sûrement travailler avec moi. C'est Thierry qui vient souvent dans ton émission, qui est un grand musicien, pour faire la musique. Qui a son émission. Oui, qui a son émission même. Et on essaye de faire un film avec peu de moyens parce qu'on va monter une société de production et on va réaliser un long métrage. Mais un long métrage, bon, c'est l'histoire de Robert Vincent. C'est la première écriture que j'ai fait, mon premier roman. C'est l'histoire d'un tueur en série dans les Alpes-Maritimes. C'est un peu hard. Oui, mais je sais. Pardon. Excuse-moi. Je sais que ce que tu écris, est-ce que c'est toujours un petit peu... Non, il est hard. Parce qu'on n'a pas parlé, j'ai pas abordé les livres que tu as écrits, certains livres qui étaient un peu, comment dire, brûlants. Pour ne dire que ça. Il y a des livres que tu as écrits. Non, mais c'était la vie, c'est voilà. tout, c'est la réalité, c'est tout. Il ne faut pas se mentir.
c'est une manière de voir la vie. Hein, c'est ta manière de voir la vie, en tout cas. Voilà. D'autres sujets à aborder. On a été un peu plus vite que prévu dans l'émission, mais c'est pas grave. Est-ce que tu... Bon, peut-être des anecdotes, c'est-à-dire, je suis fier d'avoir porté les valises de Nathalie Wood. Ah oui, ça aussi. Oui, je suis fier d'avoir discuté avec Papillon, Henri Charrière, qui a écrit le livre Papillon. Dans ma vie, j'ai eu des rencontres qui étaient super sympas. J'ai rencontré Alice Sapritch, tout ça, parce que où je travaillais, j'invitais ces vedettes et on passait du temps, ils vendaient leurs trucs, on discutait, on mangeait ensemble. J'ai connu Philippe Clé. J'ai connu aussi des personnes très sympas qu'on a oubliées. Une personne que vous ne connaissez pas, il s'appelait Sylvain Floirat. J'avais 22 ans. J'avais créé mon premier salon artistique. Un jour, on me dit, il y a quelqu'un qui a des sous. Il faut aller le voir, il va peut-être pouvoir t'aider pour parler de ton salon. J'ai été là-bas, il s'appelait Sylvain Floirat, bonjour monsieur. Il avait la voix un peu, oui, qu'est-ce que tu veux mon garçon, ici et là. Il m'a raconté sa vie, qu'il avait fait fortune en Indochine. Puis à un moment, il me dit, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, j'ai un petit salon, vous pouvez en parler. Et d'un seul coup, il a dit, ouais. Et pendant un mois, on a parlé de mon petit village sur Europe numéro 1. Et ce monsieur qui s'appelle Sylvain Floirat, on l'a oublié. Mais Sylvain Floirat, c'est lui qui avait Matra, c'est lui qui avait Europe numéro 1, et M. Lagardère, qui était quelqu'un de très bien, Jean-Luc Lagardère, mais n'était que le beau-fils. La fortune était faite par ce monsieur qui était charron, c'est-à-dire il s'occupait des roues, et qui avait fait la fortune. J'ai connu beaucoup de personnes comme ça. Le grand monsieur que j'ai parlé, M. Yves Guénard, qui était un homme politique, droit, qui m'a toujours aidé, qui m'a toujours suivi, jusqu'à sa mort. J'ai eu beaucoup de personnes. Par contre, d'autres, j'ai eu des surprises. Johnny. J'ai failli perdre mon travail à cause de Johnny. Parce que j'étais à Vorias, c'est là que j'ai rencontré Nathalie Wood, et un soir, on m'a téléphoné, Bernard, il faut un taxi pour un grand professeur. J'ai pris le taxi, Johnny arrive, il me pique mon taxi. J'ai failli être viré. J'appelle Monsieur Johnny, Monsieur Johnny. Il avait 26 ans, bon, en ce temps-là, c'était comme ça. Et j'ai rencontré Sylvie Vartan, j'ai rencontré beaucoup de personnes, j'ai rencontré Brigitte Bardot. On me dit, Bardot arrive. Et moi, j'étais quelqu'un qui était de la banlieue parisienne. Bardot, c'était quand même... Et d'un seul coup, je me suis retrouvé avec Bardot dans l'ascenseur, parce qu'à Brias, c'était ça mon boulot. Je recevais les gens à Morzine, je les mettais dans l'ascenseur, je montais avec eux, je les mettais dans le téléphérique, et après, ils partaient, et il y avait des traîneaux avec des rennes qui venaient les chercher. C'était à l'époque où on lançait cette station de ski qui était importante. C'est après qu'il y a eu le Festival du cinéma. J'ai fait plein de rencontres. En Australie, c'est pareil. C'est bien pour ça que tu as vu, rien que là, ce que tu es en train de dire, j'ai survolé au départ ta biographie. Sinon, on faisait 2 heures d'émission. On fera la prochaine fois. On mettra une suite, comme Plus belle la vie, qui est arrêtée maintenant. Alors, on mettra une suite. Oui. Pas de souci. Alors, on a tout à l'heure, on a un peu... pareil, on n'a pas bien décrit Molly. Est-ce que tu peux nous dire, on a pour l'association, pour la... Molly, c'est une dame qui a du cœur, qui veut faire beaucoup de choses sur le plan artistique et qui veut apporter sa sensibilité et son désir de changer certaines choses. Elle est avec nous ce soir, hors antenne. En tout cas, Bernard, je te remercie. On termine l'émission. Est-ce que tu as un message à passer à ceux qui nous ont écoutés ce soir? Je vous remercie de m'avoir écouté. Vous me connaissez tous en majorité. Je recommence et sincèrement de remercier Jean-Luc. Jean-Luc, non mais on est là pour ça. Non, mais il y a un peu plus. Il faut dire les choses. C'est un petit peu compliqué ce soir parce qu'il y avait beaucoup de choses à traiter. Non, mais c'est bien. Malheureusement, c'est bien. C'est Charles Edouard qui fait un peu la tête. Un petit peu perturbé, on va dire. Non, mais moi je tiens à tenir. J'ai déjà pris contact avec d'autres radios locales. On me répond pas, on attend, tout ça, je m'en fous entre parenthèses. Mais simplement. Oui, mais t'inquiète pas. Mais Jean-Luc. Même si des fois je ne suis pas toujours d'accord avec lui, c'est un homme de parole. Il a toujours été, je le connaissais à De Castillon, il prend contact avec moi, il me dit tu viens, je viens. Et c'est la seule radio locale qui me permet de m'exprimer. Alors je le remercie. Mais on est là pour ça, voilà. Mais les autres le feront aussi, ne t'inquiète pas. Voilà, tout le monde est là, on essaye tous de faire le maximum. Moi je te remercie, je remercie Molly qui était avec nous aussi, qui nous a suivis, qui était dans le studio, et puis Charles-Édouard aussi qui était là, mais qui était sous la table. Oui, il est sous la table, excusez-le. On avait essayé de le mettre sur un siège à l'antenne, mais il n'a pas été d'accord. Non, il a fait la tête. Et il voulait pas. Il aime pas les caméras. Non, même quand je le prends en photo, il n'aime pas beaucoup non plus. Non, c'est très difficile. Voilà, un gros bisou à tous. Merci de nous avoir suivis. Ça va le retour de la musique sur Fréquence Méditerranée. Puis 20h, vous le savez,
Ce soir, c'est Pop Crop Collection. Et puis nous, on se retrouvera avec un invité par téléphone demain soir et une association invitée de 19h à 20h. Voilà. Puis demain, le Mac de la Riviera, bien sûr, 18h, 19h. Merci à tous. À bientôt. Et puis vous retrouverez cette interview sur notre chaîne YouTube pour ceux qui souhaitent la revisionner. Bye bye.